Soyez la bienvenue, Lauriane Josande. Bonjour, vous êtes sénatrice des Pyrénées-Orientales. On va commencer cette interview en regardant l'actualité en région. Je vais vous montrer ces unes de la presse régionale, elle vous intéresse de près. La Marseillaise qui parle de ces incendies et qui nous dit que le feu est entré dans Marseille. La Provence qui parle d'une peur sur la ville. Midi libre, le midi s'embrase. Courrier de l'Ouest, des incendies font rage dans le sud de la France. L'Est républicain parle d'un inquiétant retour des incendies. Le Dauphiné libéré nous dit que Marseille est littéralement attaquée par les flammes. On va tout de suite se rendre dans votre région, Madame la sénatrice. On retrouve Pierre Mathis, rédacteur en chef de l'Indépendant. Pierre, bonjour, vous êtes en direct de Perpignan. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que la situation s'est stabilisée dans l'Aude? Oui, bonjour. Oui, la situation est toujours sous surveillance. Le feu n'est pas maîtrisé, n'est toujours pas maîtrisé. On est sur des lisières. Il ne progresse plus beaucoup depuis hier dans l'après-midi. On est quand même au 3e jour de cet incendie qui a dévoré plus de 2000 hectares. Et donc les pompiers tiennent le terrain, sont extrêmement présents là depuis 3 jours. Mais l'incendie, on ne peut pas dire qu'il est maîtrisé. Vous aviez une question, je crois, pour la sénatrice, Pierre. Oui, évidemment. Aujourd'hui, quand on est confronté, déjà bonjour Madame, on va quand même commencer par se dire bonjour. Oui, on est sur des interrogations parce que ils sont les niveaux de végétation détruite depuis le début de l'été avec cette canicule, etc., font penser à ceux qu'on avait. On a fait des recherches. On retrouve des niveaux qui datent de 1976 ou 1986. Il est clair que ce qu'on écrivait ce matin, c'est qu'il semble bien qu'entre la sécheresse, le réchauffement, la canicule, le danger avance plus vite que ce que les hommes arrivent à mettre en place pour le protéger. C'est un peu ce qui s'était ces dernières années. C'est vrai que ça avait beaucoup progressé, mais là on se retrouve face à des défis beaucoup plus importants et donc pour l'État et pour donc les responsables politiques, ce défi c'est le leur. Comment est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience, vous qui êtes à Paris et qui représentez un petit peu le Sud là-bas, est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience des responsables politiques et de l'État par rapport à la dimension de l'enjeu? C'est à vous de répondre. Vous pouvez lui répondre directement. Ah, très bien. Donc, bonjour, Monsieur Mathis. Merci de votre question. Évidemment, une prise de conscience, il y en a une, à tel point que, d'ailleurs, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, est venu dans les Pyrénées-Orientales, pas plus tard que le 5 juin dernier, pour annoncer justement et présenter la stratégie nationale de lutte contre les incendies. Il est venu le faire dans notre département parce que nous avons été particulièrement touchés dans les Pyrénées-Orientales. Vous parliez évidemment pour le feu de ces derniers jours de l'Aude. Nous sommes donc en Occitanie et tout le pourtour méditerranéen également très touchés par ces incendies et a fortiori effectivement nous cumulons des facteurs aggravants qui sont du fait du réchauffement climatique, la sécheresse, un manque d'eau, des vents très forts et des températures très élevées. Donc effectivement, nous sommes dans une période où nous sommes obligés de prendre conscience de ces difficultés et des sinistres à venir. Il y a donc eu des annonces sur les moyens qui sont et qui seront déployés pour lutter contre ces incendies, des moyens humains, des moyens matériels et un besoin de coordination au niveau européen est impératif parce que la stratégie de défense contre les incendies dépend aussi d'une coordination au niveau européen et pour ce qui est des aspects matériels, puisqu'on manque de canadair mais que nous sommes dépendants d'un constructeur qui est canadien, nous aurons impérativement besoin de gagner en autonomie au niveau européen. La France seule ne pourra pas faire face à ces incendies. De toute façon, nous sommes frontaliers avec l'Espagne, vous le savez, régulièrement les incendies ont lieu de l'autre côté de l'Espagne et les pompiers français dont je tiens à saluer le travail aujourd'hui, l'implication forte, les pompiers donc se démènent face à ces incendies, mais je tiens aussi à dire qu'il ne faut pas tout attendre de la puissance publique parce qu'il y a un vrai problème de responsabilité individuelle face à ces incendies. Deux phénomènes
des obligations de débroussaillement qui ne sont pas respectées par les propriétaires eux-mêmes. Et d'ailleurs, vous avez un article aujourd'hui dans l'Indépendant qui fait état de ce sujet sur Saint-André et les Alberts. Et un autre sujet aussi, qui est celui de l'imprudence. On parle de mégots jetés. On parle la semaine dernière d'un brasero qui a été transporté de manière complètement ubuesque. Donc, il y a aussi une responsabilité individuelle qui doit être mise en œuvre. Merci beaucoup Pierre Mathis, merci d'avoir interrogé la sénatrice. On va voir la une de l'Indépendant, votre journal qui revient évidemment sur ces incendies et qui parle de feux extrêmes. Madame la sénatrice, j'ai bien entendu ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre tout de l'État, et pourtant il y avait quand même cette promesse d'Emmanuel Macron en 2022 en Gironde, à la suite des incendies en Gironde, il avait promis d'investir massivement pour remplacer les 12 Canadair dont dispose la France pour aboutir à 16. Aujourd'hui, on est toujours à 12. Est-ce qu'il y a un problème de suivi, sans faire de mauvais jeu de mots, un retard à l'allumage, là, clairement ? Écoutez, il y a une difficulté, je viens de l'évoquer, qui est celle de l'approvisionnement en matériel et notamment au niveau de ces Canadair, une dépendance vis-à-vis d'un constructeur canadien et donc des délais importants pour se fournir en Canadair. Pour autant, et donc nous avons d'ailleurs décidé de réutiliser les Canadair existants qui ont pour certains 30 ans d'âge et qui fonctionnent toujours, mais dont le fonctionnement est un petit peu, non pas obsolète, mais en tout cas dépassé. Les pompiers font avec. Il y a effectivement un besoin de se mettre en ordre de marche de manière beaucoup plus efficace et active sur ce sujet. Bon, mais il ne faut pas reprocher quelque chose à Emmanuel Macron, au gouvernement. Selon vous, la responsabilité est plus générale ou... Non, mais évidemment, de toute façon, depuis 2022, les efforts auraient pu être faits. Ils auraient dû être faits. Ils n'ont pas été. Ils ne l'ont pas été, ça je vous l'accorde, et je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait de dire qu'il y a un manque qui n'a pas été et dont on subit aujourd'hui les effets. On va parler de budget, Madame la sénatrice, puisque tous les regards se tournent vers François Bayrou qui présente mardi prochain son plan d'économie budgétaire. 40 milliards d'économies ou d'efforts annoncés. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose que d'un plan d'austérité ? Un plan d'austérité, forcément qu'à partir du moment où on va demander des efforts aux Français, parce qu'il ne suffit pas de dire on va faire des économies sur les postes et les dépenses de l'État. À partir du moment où on doit restreindre la voilure, y compris en termes de services publics, de dépenses sociales, ce sont les Français qui sont touchés. Donc ça reste de l'austérité, forcément. Mais ce n'est pas dit, ce n'est pas présenté comme ça pour le moment. On parle pas d'austérité. Le mot est un peu tabou. Disons que ce qui est certain, c'est que dès lors que l'on touche au porte-monnaie des Français, et là c'est plus le sujet de l'impôt qui est sensible pour nos compatriotes, on peut parler d'austérité. Nous sommes contre toute hausse d'impôts, mais ce qui est certain, c'est que tout le monde devra faire des efforts et que donc il faudra employer les mots. Les Français sont capables d'entendre qu'aujourd'hui il faut que nous fassions des efforts. À partir du moment où les choix qui sont faits sont rationnels, bien expliqués, et que les Français savent où l'on veut aller. Parce que ce qu'ils ne supportent plus aujourd'hui, nos concitoyens, c'est qu'on leur dise qu'il faut donc toujours contribuer davantage, sans comprendre quels sont les effets des mesures d'efforts qu'ils font. Ça, c'est un véritable problème, et donc il faut beaucoup de pédagogie pour expliquer. Et pourtant, il y a ce chiffre qui est tombé là, il y a quelques heures. Le taux de pauvreté qui a atteint en 2023 son plus haut niveau depuis au moins 1996, selon l'INSEE. Est-ce que le budget de l'année prochaine peut vraiment faire complètement fi de cette donnée ? Bien sûr que non, bien sûr que non. La situation sociale de notre pays ne nous permet pas de faire abstraction de ce sujet. Et quand on parle même d'année blanche, même si c'est un sujet que l'on met sur la table, y compris et notamment au Sénat, puisque le président Larcher a présenté des propositions à François Bayrou, il faudra faire très attention au fait que certaines personnes, du coup, deviennent éligibles à l'impôt sur le revenu. Nous avons une classe moyenne qui se paupérise. C'est un vrai sujet. Il va falloir le prendre à bras-le-corps et ne pas rajouter de la misère à la situation dans laquelle nous sommes déjà. Mais juste vous répétez, s'il y a des hausses d'impôts, vous, les LR, vous censurez. C'est ce qu'avait dit Laurent Wauquiez. Pas de hausse d'impôts, quoi qu'il arrive. Ça, c'est certain. Pas de hausse d'impôts, quoi qu'il arrive. Dans l'actualité politique également, on parle réforme de l'État. Madame la sénatrice, hier, depuis Chartres, François Bayrou a lancé une réforme qu'il considère comme essentielle. Écoutez le Premier ministre.
L'éducation nationale a son domaine de compétences, la santé a son domaine de compétences, les finances publiques ont leur domaine de compétences, le travail a son domaine de compétences, mais tous seront coordonnés par le préfet qui est le représentant de l'État et que tout le monde connaît et que les élus connaissent. C'est à nos yeux une dimension nouvelle ou une légitimité nouvelle donnée à la décentralisation parce que les élus auront un interlocuteur. Au lieu d'être obligés de se débrouiller tout seuls en allant voir des représentants d'agences, d'administrations, ils auront un interlocuteur qui leur permettra de se faire entendre. Pour faire simple, l'idée de François Bayrou est de donner plus de pouvoir au préfet. Madame la sénatrice, sur le timing peut-être, est-ce que ce n'est pas un peu bizarre comme ça dans l'actualité entre les incendies et le budget, ce genre d'annonce ? Bizarre, je ne crois pas que sur les territoires, vous savez, c'est très attendu. Aujourd'hui, il y a un besoin de réforme territoriale. Le Sénat l'appelle de ses voeux depuis fort longtemps. Et là aussi, vous parliez tout à l'heure de retard à l'allumage. Je crois qu'il y en a un manifeste dans ce domaine également. Donc, le Sénat vient de rendre un rapport sur notamment donc les agences de l'État. Ces sujets. Alors, les agences de l'État, mais aussi la réforme territoriale, et nous venons donc de voter un texte sur le pouvoir de dérogation des préfets. Il y a un besoin, parce que si on veut une bonne décentralisation, il faut aussi qu'on ait à côté, en parallèle, une bonne déconcentration avec un préfet qui soit à la manœuvre, qui soit une véritable autorité hiérarchique vis-à-vis des services de l'État, et y compris des agences, si vous voulez qu'on aborde ce sujet. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, on entend aussi la gauche qui dit que c'est un peu une manière, ce plan, c'est une manière de contourner certaines normes environnementales, certaines agences notamment dans les territoires. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Ce n'est pas du tout le sujet. Aujourd'hui, les Français, on vient de parler du budget, ont besoin de lisibilité par rapport à nos choix politiques et nos choix d'organisation, y compris d'un point de vue territorial. Il y a un véritable sujet qui est celui de toutes ces agences, offices et organismes divers qui ont été créés pour répondre à des problèmes en disant que le simple fait de créer une agence, un office ou un organisme serait la réponse à la solution au problème. Or, ça ne l'est pas. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de doublons et que les services ministériels peuvent piloter en direct nombre de politiques publiques sans avoir besoin d'avoir ces organismes qui ont des dépenses de fonctionnement qui sont importantes. Donc on les supprime ou on les fusionne et on peut faire des économies. C'est ça. Après, là, il y a des questions sur le chiffrage précis. Oui. Le gouvernement dit 2-3 milliards d'euros. Au Sénat, on dit 500 millions. Qui dit vrai, qui ment aux Français finalement dans cette histoire? Écoutez, nous, au Sénat, on a toujours fait preuve de réalisme et de sérieux. Le rapport sénatorial donc, est très clair, à savoir que de manière certaine, on peut chiffrer ces économies à 500 millions. Il n'est pas pour nous question de vendre l'invendable et de dire on va économiser pour s'apercevoir après, parce que malheureusement c'est trop souvent le cas depuis quelques années, que les chiffres que nous annoncions n'étaient pas les bons. Donc voilà, le 500 millions, c'est certain. Le reste... L'actualité au Parlement, Madame la sénatrice, c'est aussi la réforme de l'audiovisuel public qui revient demain au Sénat. Vous avez reçu, vous, un coup de fil de Rachida Dati ? Pas du tout. Pour inscrire le texte, effectivement, à l'ordre du jour. Certains sénateurs ont reçu un coup de fil. Inscription à l'ordre du jour après une motion de rejet, effectivement, à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas une pratique un peu limite d'un point de vue constitutionnel, vous qui connaissez bien toutes ces questions? Mais écoutez, je voudrais qu'on revienne quand même à l'origine de ce texte. Ce texte est une proposition de loi qui émane du Sénat et de la Commission de la Culture de son président Laurent Lafont. Voilà. Elle avait été discutée, ce texte avait été discuté en première lecture au mois de juin 2023 et attendait donc de poursuivre sa navette législative. Il revient aujourd'hui au Sénat. À l'époque, donc, Rachida Dati n'était pas ministre de la Culture. Je vous le confirme. Voilà, c'est une initiative sénatoriale. Le fait que le texte ait essuyé donc un rejet
été rejeté par l'Assemblée nationale n'empêche pas la poursuite de la navette législative. Peut-être que l'on va parler dans quelques minutes du projet de loi dit PLM. Oui. Les procédures constitutionnelles donc, prévoient que l'on poursuive l'examen d'un texte malgré un rejet et donc non acte. D'accord. Pas de problème constitutionnel, cette multiplication des doublons, comme on appelle ça, motion de rejet, ça repart au Sénat, le Sénat est favorable. Disons que la période actuelle fait que malheureusement, il y a la lettre du texte constitutionnel et sa pratique. Aujourd'hui, nous sommes face à quand même des situations inédites où donc, des textes sont obligés de passer avec le soutien du Sénat, d'autres pas, puisque nous allons parler d'une autre réforme. Alors PLM, précisément, cette réforme du mode de scrutin pour les élections municipales à Paris, Lyon, Marseille, on en parle avec Stéphane qui nous rejoint en plateau. Salut Stéphane, ça va? Bonjour Steve. Nouveau round pour la proposition de loi pour modifier donc le scrutin à Paris, Lyon et Marseille. Bah oui, Steve, vous l'avez dit, le texte PLM revient au Sénat après avoir été adopté lundi à l'Assemblée nationale. Un vote en deuxième lecture après l'échec de la commission mixte paritaire. C'était il y a 2 semaines. Cette commission qui réunit 7 députés, 7 sénateurs pour tenter de trouver un terrain d'entente entre les deux assemblées. Elle avait tourné court il y a 2 semaines. Au bout de 25 minutes à peine, sans discuter de modification du texte, les parlementaires s'étaient quittés sans avoir trouvé d'accord. Alors que propose ce texte ? Alors, il veut remettre à plat les règles électorales pour les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille qui ont un statut particulier depuis 1982 dans ces 3 villes les plus peuplées en France. C'est une élection qu'on pourrait appeler une élection à 2 étages finalement. Première étape, les électeurs votent pour une liste à l'échelle de leur arrondissement ou leur secteur. Les conseillers élus éliront ensuite le maire d'arrondissement ou de secteur. Deuxième étape, Steve, seulement une partie d'entre eux deviendront aussi des conseillers municipaux à l'échelle de la ville, à l'échelle de la mairie centrale, qui, eux, voteront donc pour le maire de la ville. Les promoteurs du texte PLM, ils proposent 2 élections le même jour, une pour élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur et l'autre pour élire les conseillers à la mairie centrale et donc une élection vendue comme plus directe pour le maire de Paris, Lyon. Tout ça, c'est très bien, Stéphane, mais tout le monde n'est pas d'accord. Oui, cette loi est déjà refusée par les sénateurs LR dont vous faites partie, Lauriane Josande. Vous regrettez notamment un texte pas assez complet, examiné dans la précipitation. D'autres dans votre groupe dénoncent une loi taillée sur mesure pour Rachida Dati, la ministre de la Culture, elle aussi pourtant membre de LR et candidate à la mairie de Paris. Parmi les opposants, il y a aussi une partie des socialistes, les écologistes, les communistes et Horizon s'était abstenu à l'Assemblée nationale. Mais le gouvernement y tient. Oui, et il compte s'appuyer sur l'Assemblée nationale, où il y a une majorité pour voter le texte. Les députés LR, eux, contrairement aux sénateurs LR, sont pour. Les macronistes, le RN, LFI et le MoDem sont également en faveur de ce texte. Donc, comme le permet la procédure parlementaire, François Bayrou a décidé de passer outre le désaccord en commission mixte paritaire. Le texte est donc en deuxième lecture. Il repasse au Sénat. Vous allez vous y opposer une nouvelle fois, Lauriane Josande, avant de revenir demain à l'Assemblée nationale, qui aura le dernier mot. Une procédure qui ne choque pas le président des centristes, vos alliés ici au Sénat, Hervé Marseille. Quand l'Assemblée refuse des textes, il faut essayer de faire en sorte de trouver les compromis pour les faire adopter. Et quand le Sénat refuse des textes, il faut trouver les compromis indispensables pour essayer là aussi de trouver les voies de passage, parce que sinon c'est le blocage. Lauriane Josande, vous êtes rapporteur de ce texte. Est-ce qu'il n'a pas raison, Hervé Marseille, d'appeler au compromis sur ce texte PLM ? Nous, alors, de manière très, très claire, nous avons cherché nous-mêmes à trouver un compromis. Et d'ailleurs, au stade de la commission mixte paritaire, de sa préparation, j'ai beaucoup échangé avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Mattei, pour essayer de trouver une piste d'atterrissage. La difficulté de ce texte, c'est que, contrairement au texte dont on parlait tout à l'heure, qui est dans les tiroirs depuis des années, c'est que ce texte nous est arrivé de manière donc abrupte et tardive, et que lorsque nous l'avons expertisé, nous nous sommes rendus compte qu'il posait problème non seulement aux élus concernés, mais qu'au-delà, il posait d'importants problèmes sur le plan juridique, sur le plan pratique et sur le plan financier. Et que ces obstacles et ces problèmes ne pouvaient pas être solutionnés ou levés dans le temps imparti. Donc on a simplement dit, oui, bien sûr, il y a matière à réforme, tout le monde en convient d'ailleurs, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais une réforme qui doit être faite de manière beaucoup plus apaisée, beaucoup plus réfléchie,
étalée dans le temps, puisqu'il faut absolument qu'avec le mode de scrutin, il y ait une réflexion et une mise à plat du sujet des compétences des 3 collectivités qui ont des fonctionnements complètement différents aujourd'hui. Justement, c'est quoi la réforme PLM idéale selon vous ? C'est une réforme qui conjugue le sujet des compétences avec celui du mode de scrutin. Voilà. Et il faut absolument que l'on prenne en compte les spécificités de ces 3 villes, qui n'ont pas un fonctionnement... alors, en 82... le démarrage s'est fait ex nihilo, on créait ce statut. Aujourd'hui, de par le fonctionnement des 3 villes et des collectivités qui sont associées, si je puis dire, c'est-à-dire métropole, département, on a des configurations dans ces 3 cas complètement différentes. Mais bon, qu'on comprenne bien, donc le Sénat va rejeter le texte aujourd'hui. Demain, Assemblée nationale, ça va passer. Les élections municipales sont dans 8 mois. Il n'y a pas de problème non plus constitutionnel, là, selon vous? Il n'y aura pas des recours qui vont être exercés? Il n'y a pas un risque de censure? Écoutez, la séance a lieu ce soir. Je pense que le texte sera rejeté. Ah, c'est pas certain. Effectivement, écoutez, tant que la séance ne s'est pas tenue, moi je suis rapporteur d'un texte, le Sénat est souverain, donc nous voterons de manière collective ce soir. Ce qui est certain, c'est que l'Assemblée nationale a mis à l'ordre du jour le texte dès demain pour donc se prononcer sur ce qu'on appelle le dernier mot. Et ce qui est certain aussi, c'est qu'il y aura des recours devant le Conseil constitutionnel. Et vous allez déposer? Non, les LR ne vont pas déposer de recours. Il y aura un recours devant le Conseil constitutionnel. Vous nous annoncez aujourd'hui, il y aura des recours devant le Conseil constitutionnel de la part des LR? Tout à fait. D'accord. Des sénateurs LR, parce que les députés, eux, sont pour, on en a parlé. Ce sujet, c'est un désaccord majeur au sein du socle commun. Le texte va probablement être adopté définitivement demain, puisque le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Pour vous, quelles conséquences ça peut avoir l'adoption de ce texte, finalement, contre l'avis des sénateurs LR ? Je pense que ça laissera des traces, parce que, si vous voulez, c'est pas le fait tellement que... c'est pas n'importe quel texte, d'abord. D'abord, c'est un texte qui touche profondément à la vie de nos territoires, des 3 villes les plus importantes du territoire français, qui touche donc près de 10% du corps électoral qui va être amené à se prononcer au mois de juin, au mois certainement du mois de mars. On n'a pas les dates exactes du mois de mars, parce que les dernières étaient en juin, tant pour moi, mais le sujet, c'est que il y avait quand même, de par la spécificité de ce texte qui touche à nos territoires, un engagement qui avait été pris par François Bayrou lui-même et réitéré par Patrick Mignola, ministre en charge des relations avec le Parlement, de ne pas passer en force vis-à-vis du Sénat si celui-ci devait s'opposer. C'est un peu un mépris du Sénat, là. On assiste un peu à ça. C'est ce qui fait que, très certainement, que ce passage en force, on va l'appeler comme ça, laissera des traces. Et alors, sur le fond, donc cette réforme, elle passe. Vous, les LR, vous allez soutenir à Paris, notamment à Paris, Rachida Dati? Le candidat n'est pas désigné pour Paris. Il n'y a pas aujourd'hui de candidat désigné par les LR. La Commission nationale, donc Bruno Retailleau, ça ne vous a pas échappé, président de notre mouvement depuis quelques semaines. La Commission nationale d'investiture tiendra sa première réunion ce soir. Il y a donc des choix à faire. Aujourd'hui, notre candidat LR à Paris n'est pas désigné. Alors, il y a Francis Szpiner, quand même, que vous connaissez un petit peu, puisqu'il siège avec vous ici au Sénat, candidat déclaré à la mairie de Paris. C'est pas un bon candidat, il ferait pas un bon maire de Paris? Francis Szpiner, comme d'autres, ferait un très bon maire de Paris, évidemment. De toute façon, ce que nous souhaitons très profondément, ça il n'y a pas de doute, c'est que nous puissions gagner Paris. Donc nous soutiendrons celui qui sera le plus à même de nous permettre de gagner Paris. Mais vous n'avez pas une préférence là, comme ça vous pouvez nous dire, vous préférez vous Rachida Dati ou Francis Szpiner? Vous savez, le grand avantage que j'ai, c'est que je ne suis pas parisienne. Non, mais vous êtes dans les instances dirigeantes de LR maintenant. Certes, mais je serai amenée, comme mes collègues des instances dirigeantes des Républicains, à examiner toutes les candidatures qui seront examinées par une commission qui s'appelle la Commission nationale d'investiture. Et ce n'est pas à moi à donner mon avis individuellement, aujourd'hui personnellement en tout cas, de manière péremptoire. Bon, on en reparlera quoi. Exactement, nous en reparlerons. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci d'avoir répondu à nos questions.